Bonjour, chers participants, bienvenue à ce webinaire. Afin de permettre aux uns aux autres de se connecter, nous nous donnons encore une marge de 3 minutes. Merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, chers participants, à nouveau, bonjour. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce webinaire consacré à un sujet d'une importance cruciale dans le paysage financier en constante évolution, dont l'intitulé est le digital et l'expérience client dans les institutions financières. Je suis Bouko Razak et c'est avec beaucoup d'euphorie que je prends le rôle de modérateur pour cette session qui, j'espère, sera enrichissante pour tout un chacun d'entre nous. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement notre entreprise, votre entreprise Digital Impact. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des fintechs et des entreprises dans leur stratégie de développement et de transformation digitale. Notre expertise couvre l'acquisition et l'adoption, le développement de réseaux d'agents centrés sur l'expérience client ainsi que la gestion des risques. Nous créons des stratégies digitales cohérentes en tenant compte de la spécificité de chaque entreprise et impliquant tous les secteurs d'activité dans la digitalisation pour une efficacité optimale de leurs différentes tâches. Notre vision est de devenir leader dans les solutions technologiques innovantes, permettant aux entreprises de prospérer dans l'univers du numérique en constante évolution. Nous aspirons donc à créer un impact positif sur la société grâce à des technologies de pointe, des expériences clients optimales et des pratiques pérennes.
Notre mission est donc de fournir des services et produits de haute qualité qui améliorent la vie de nos clients tout en maintenant un accent sur la durabilité et la responsabilité sociétale. C'est dans ce bilan que nous avons donc réuni aujourd'hui trois experts pour discuter de l'impact de l'expérience client sur les institutions financières. Nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Malik Kei, un professionnel chevronné en gestion de projet, reconnu pour son expertise dans la direction et la gestion d'équipes pluridisciplinaires pour le développement des systèmes complexes dans le secteur bancaire. Sa maîtrise des méthodologies telles que le Waterfall, Agile Scrum lui a permis de réussir divers projets notables. Au sein de CBAO Group, Malik a brillamment orchestré la gestion de multiples projets d'intégration informatique, optimisant la collaboration entre équipes internes et fournisseurs externes. Il a également marqué l'industrie en mettant en place le premier parcours mobile bancaire au Sénégal de transfert d'argent d'un compte bancaire vers un wallet Orange Money en partenariat avec Orange Finance Mobile Sénégal. Merci Malik d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Malik. Malik, est-ce qu'on peut continuer la présentation d'abord? Okay. À ses côtés se trouve Monsieur Vigile Tofoji, administrateur général Mobile Cash. Virgile est titulaire d'une licence en management de Sénat France, d'un master en audit et contrôle de l'Université catholique de l'Île-France et du CDFP, entendez par certificat en Digital Finance Practitioner du Digital Frontier Institute. Vigile a débuté sa carrière chez Bancor Africa avant de rejoindre BAT Bénin en tant que trésorier puis responsable des opérations financières et responsable de la finance et du marketing. En 2009, il a rejoint MTN comme manager Business Intelligence et Consumer avant d'occuper le poste de CEO Mobile Money de 2015 à 2019. Il a ensuite été directeur du digital et de l'expérience client chez MTN Bénin. Vigile a intégré Free Money en tant qu'administrateur général en 2020. Il est également le cofondateur de Digital Impact. Merci Vigile de nous avoir honoré de votre présence dans ce webinaire. Merci. Merci, Boukarazak. Enfin, nous avons M. Joël Aziz Takougan, qui est titulaire d'un master en marketing, communication et commerce, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine des télécommunications et du paiement mobile. Il a débuté son expérience professionnelle dans les télécoms dans une entreprise spécialisée dans la production et la vente des cartes prépayées. Il est par la suite appelé par une multinationale sud-africaine de télécom où il a eu la charge de développer des produits Internet et des solutions entreprises. Responsable de la stratégie de développement de l'application de la même entreprise, puis responsable de la transformation digitale de son service client, il a travaillé avec brio à l'automatisation des procédures, la mise en place de la plateforme omnicanal, l'automatisation des clients et la digitalisation des canaux traditionnels. Il est actuellement responsable du support business pour le Hub Afrique de l'Ouest et central pour une entreprise de paiement digital présente dans plusieurs pays en Afrique. Merci, M. Joël, de nous avoir honoré par votre présence. Merci, Razak. Bonjour. Alors, M. Malik est de retour. Le sujet que nous explorons lors de ce webinaire est lié à notre mission chez Digital Impact. Dans un monde où la technologie redéfinit fondamentalement la manière dont les transactions financières sont effectuées, la transformation digitale des institutions financières devient un élément clé pour combler les lacunes et améliorer l'expérience client au sein de ces institutions. Cette transformation digitale se refait à l'ensemble des initiatives et des changements stratégiques mis en œuvre pour intégrer de manière optimale les changements technologiques dans le fonctionnement des institutions financières, les rendant ainsi plus performantes. Au cours de ce webinaire, nous aurons l'opportunité d'explorer les complexités de la digitalisation des services financiers en compagnie de nos experts. Nous analyserons la transformation et les stratégies d'amélioration de l'expérience client tout en examinant comment ils façonnent l'accès aux services financiers et contribuent à la satisfaction des clients. Vos questions et suggestions et réflexions sont essentielles. Alors,
N'hésitez pas à les partager via la fonction chat de LinkedIn pour que nous puissions les aborder lors de la session interactive qui suivra les interventions de nos orateurs. Je suis donc ravi de vous joindre à nous dans cette exploration fascinante du digital et son impact sur les individus, les communautés et les économies à grande échelle. Merci par votre présence à ce webinaire. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons donc poser la question à M. Malik Gueye, qui a une expertise inestimable dans ce domaine. Alors, M. Malik Gueye, pouvez-vous nous expliquer en 5 minutes maximum en quoi consiste la digitalisation des services financiers et comment a-t-elle évolué au fil des années, avant de finir sur quelles sont les étapes qui ont principalement marqué cette évolution? Merci. Bonjour Isaac, bonjour à tous, bonjour à mes collaborateurs avec qui nous allons essayer de traiter ce sujet passionnant, mais à la fois très, très complexe, hein, de par sa généralité, donc, qui est la transformation digitale. Donc, bonjour Virgile, bonjour Joël, bonjour à l'ensemble des participants à ce webinaire. Donc, pour commencer, en fait, en ce qui concerne la transformation digitale, donc j'aimerais juste revenir aux différents termes, hein, donc pour commencer. Donc, on a l'habitude d'avoir un certain lapsus déjà en ce qui concerne le mot digital, souvent de le ramener à juste titre à sa provenance, donc du latin digitus, donc qui signifie doigt. L'utilisation de ce terme est principalement associée à tout ce qui est digital, quoi, tout ce qu'on peut toucher. Mais il y a, comme je le dis, ce lapsus qui est fait, parce qu'en fait, digital, en réalité, en ce qui concerne l'informatique, vient de l'anglais digit. Donc, c'est en fait, ce mot, en fait, est associé à tout ce qui rapporte à l'utilisation des chiffres, des nombres et leur représentation des données sous forme numérique. Je tiens à le rappeler, pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, nos ordinateurs aujourd'hui, c'est de l'information en fait qu'on a pu tout simplement représenter sous forme d'informations qui sont compréhensibles par un ordinateur, donc qui sont les nombres binaires 0 et 1. Par la suite, en ce qui concerne les représentations qu'on peut voir, que ce soit les couleurs ou encore même l'ensemble des informations qu'on arrive à lire ou des vidéos, en fait, c'est des représentations de caractères qu'on va pouvoir utiliser ici avec des standards tels que, par exemple, l'ASCII. Donc, je fais ce petit rappel également pour le mot finance. Donc, le mot finance qui provient également du latin finanza, ou du latin également financia. Donc, à l'origine, le mot financia avait été utilisé pour décrire la manière dont les biens et les ressources étaient gérés pour atteindre un objectif ou une fin particulière. Donc, en termes simples, finance fait référence à la gestion de l'argent, des ressources et également des investissements. Cela englobe tout ce qui concerne l'argent, que ce soit la collecte de l'argent, la gestion de l'argent, ou encore même l'investissement, ou les prêts, l'emprunt, ou la planification financière. En somme, la finance consiste à prendre des décisions et à effectuer des actions liées à l'argent pour atteindre des objectifs financiers. Donc, il y a aussi le mot « fin » qui est important dans l'étymologie du mot. Parce qu'en fait, en général, nous avons ici des ressources qui sont assez limitées. Donc, il va falloir bien sûr les gérer. Quand il s'agit de ressources qui sont illimitées en général, on ne réfléchit pas à ce type de gestion. Donc, et en dernier, hein, le mot transformation qui va signifier ici un changement de forme. Donc, la transformation digitale, souvent abrégée en transformation numérique, c'est le processus par lequel les organisations intègrent les solutions numériques dans l'ensemble de leurs activités pour améliorer leurs opérations, offrir de nouveaux services, augmenter leur efficacité et s'adapter à un monde de plus en plus numérique. Donc, on est tous d'accord que tout le monde aujourd'hui utilise un téléphone portable, à minima, un ordinateur. La digitalisation des services financiers, également connue sous le nom de FinTech, consiste à appliquer des technologies numériques aux services financiers traditionnels.
Cela inclut des domaines tels que les paiements électroniques, les prêts en ligne, la gestion de patrimoine, les plateformes de crowdfunding, les crypto-monnaies et bien d'autres. Donc, l'évolution, en ce qui concerne l'évolution de la digitalisation des services financiers au fil des années, elles ont été marquées par l'introduction des services bancaires en ligne, et ça date des années 1990, donc avec Amazon. Les banques également ont commencé à proposer des services en ligne, tels que la consultation de compte, le paiement depuis 1990, le paiement de factures via Internet également. On va aussi noter dans les années 2000 le développement des plateformes de paiement en ligne, avec des entreprises comme PayPal qui ont ouvert la voie au paiement en ligne sécurisé, facilitant les transactions sur Internet. Va s'en suivre dans les années 2010 l'émergence des fintech. De nombreuses startups fintech ont vu le jour, offrant une gamme diversifiée de services financiers numériques, notamment les prêts peer-to-peer, la gestion de patrimoine automatisé, par exemple, ou les systèmes de paiement mobile. Également, on va noter aussi la technologie blockchain qui sous-tend les crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui ont introduit bien sûr de nouvelles formes de finances décentralisées, remettant en question bien sûr nos modèles financiers traditionnels. Également, l'intelligence artificielle et l'automatisation qui est de plus en plus utilisée pour l'analyse des données financières, la détection de fraude et la personnalisation des services financiers. Donc, voilà en quelques minutes pour répondre à votre question, Monsieur Razak. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Oui, de votre présentation, je retiens notamment que avec l'avènement de la technologie, le secteur financier a eu plusieurs améliorations, notamment l'introduction des plateformes de banque en ligne, le paiement en ligne, le peer-to-peer, l'introduction de nouvelles technologies telles que la blockchain et l'intelligence artificielle pour tout ce qui est détection de fraude, pour ne citer que cela. À votre suite, nous allons alors passer à Monsieur Joël Aziz. Alors, Monsieur Joël Aziz, parlez-nous un peu de l'impact qu'a eu la digitalisation sur l'expérience client globalement et sur celle des clients des institutions financières en particulier. Merci beaucoup, Razak. Bonjour à tous, bonjour à Virgile, bonjour à Malik et bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce live. Bien sûr, comme tu le dis, Razak, la transformation digitale a eu un impact énorme sur l'expérience client globalement et pour les institutions financières en particulier. Quand on définit simplement l'expérience client comme étant par exemple toutes les émotions, les sentiments que peut avoir un client depuis la décision d'achat jusqu'à tout son parcours avec l'entreprise. Pendant tout ce parcours-là, la transformation digitale, quand elle a été introduite dans les finances, a impacté chaque étape. De façon simple, aujourd'hui, par exemple, quand un client décide de faire affaire avec une institution financière ou avec une entreprise globalement, aujourd'hui, la technologie a permis, par exemple, de lui pousser depuis son domicile, depuis sa position, toutes les informations nécessaires pour pouvoir pousser le client à l'acte d'achat. Il a les conditions d'utilisation, il a les offres, le détail des offres, il a les prix. Et aujourd'hui, grâce à la technologie et à cette transformation digitale, le client, depuis chez lui, a la capacité de comparer les différentes offres que l'entreprise lui donne. Ça, c'est une première étape que la technologie a essentiellement permis d'impacter l'expérience que le client a avec l'entreprise. La deuxième chose que la transformation digitale a aussi permis et a impacté surtout sur les entreprises, c'est de sauter les barrières liées par exemple au temps. Grâce à la transformation digitale aujourd'hui, les institutions financières ont la capacité d'offrir leurs services au-delà même des heures conventionnelles que nous connaissons. Ce n'est plus les heures d'ouverture de 8h à 18h. Un client peut continuer d'interagir avec son institution financière au-delà des heures, 24 heures sur 24, même les week-ends et tout. Et ça n'a été permis que parce que la technologie a été introduite dans la relation que les entreprises veulent avoir avec les clients. Par ailleurs aussi, cette transformation digitale a aussi énormément permis de sauter les contraintes liées à la géographie. L'entreprise aujourd'hui n'est plus obligée
d'ouvrir des agences physiques partout, de vouloir forcément s'installer. Non. Les entreprises ont aujourd'hui travaillé énormément sur beaucoup de plateformes. Elles sont parfois mobiles, elles sont parfois juste digitales. Et donc, le client aujourd'hui a une expérience beaucoup plus évoluée parce qu'elle peut contacter son institution, elle peut vérifier son compte, elle peut faire des opérations. Et ça a été permis parce qu'on a introduit la technologie dans la gestion que nous faisons avec les clients. On a accepté que les informations qui peut-être sont basiques, les opérations qui sont récurrentes, puissent être poussées vers le client et surtout ne pas le limiter dans le temps pour pouvoir accéder à ces services-là. Donc oui, la transformation digitale est venue apporter beaucoup plus de commodité, beaucoup plus d'accessibilité, beaucoup plus de facilité à l'expérience que les entreprises veulent donner à leurs clients. Donc, des données sont générées, des données sont utilisées pour continuer constamment d'adapter l'offre que les institutions financières veulent proposer aux entreprises. Donc, oui, la transformation digitale a apporté un impact énorme dans l'expérience que les institutions financières essaient aujourd'hui de donner à leurs clients. Alors, merci beaucoup, Monsieur Joël. Alors, vu la multiplicité de ces canaux physiques et digitaux, comment, selon vous, les institutions financières pourraient offrir une expérience cohérente sur ces différents canaux? Oui, Razak, c'est une question juste qui se pose parce que, effectivement, les clients en demandent toujours plus. Ils veulent être capables d'accéder aux offres, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur les canaux digitaux, que ce soit sur les applications. Et c'est vrai que ça donne un mal de tête fou aux institutions financières parce que, de par la nature de leur activité, les institutions financières se sont basées beaucoup plus sur la sécurité, c'est-à-dire ne pas multiplier les sources et s'assurer que l'argent que le client est en train de leur confier ou les informations financières sont complètement sécurisées. Et donc, c'est vraiment devenu un casse-tête, mais un casse-tête qui... On a perdu un temps, Joël, rapidement. Joël, peut-être un souci technique, mais il va nous revenir. On va donc alors, avant de revenir à M. Joël, continuer avec M. Vigile. Mais avant de continuer avec M. Vigile, de l'intervention de M. Joël, nous avons pu retenir principalement que la transformation digitale et l'avènement de la technologie a amélioré efficacement l'expérience client, notamment en permettant aux clients d'avoir accès à l'information, d'avoir une certaine commodité concernant les entreprises, voir les différentes offres des entreprises et également, grâce à la technologie, il n'y a pas de barrière, notamment les services de ces entreprises sont accessibles H24 et sur les différents canaux dont ils disposent. Donc, alors, on va passer à M. Virgile. Alors, vu que nous avons parlé maintenant de tout ce qui est expérience client, transformation digitale, alors, M. Vigile, quels sont, selon vous, les défis liés à l'utilisation du digital pour les institutions financières pour délivrer une meilleure expérience client de leurs offres de services? Merci beaucoup, Razak. Et merci, Malik. Merci, Joël. En ce qui concerne les défis sont d'ordre multiple. Hein, et les défis liés à la transformation digitale des institutions financières sont d'ordre multiple. Les premiers défis, c'est les défis liés à l'écosystème dans lequel nous vivons. Et parlant d'écosystème, je vais parler premièrement des défis liés à la couverture et à la pénétration d'Internet dans notre sous-région. Et si on sait que l'Afrique du Nord et l'Afrique australe sont très évoluées en ce qui concerne l'utilisation d'Internet, l'Afrique de l'Ouest reste quand même un peu en arrière. C'est vrai qu'il y a eu de très, très gros efforts qui ont été faits. Et par exemple, quand vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal est l'un des pays de l'UEMOA où l'utilisation d'Internet est très élevée. Je crois qu'on tourne, si mes souvenirs sont bons, autour de 45% et de la population qui utilise Internet. Et quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Et les chiffres tournent autour de 45% d'utilisateurs, pendant que la couverture est beaucoup plus, le taux de couverture est beaucoup plus important.
Mais quand on regarde le nombre d'utilisateurs, et je crois que ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont fait de gros efforts à tourner autour de entre 45 et 50%. Mais les autres pays de l'UEMOA, par exemple, le Mali, le Bénin, je sais que le Bénin aussi fait quelques efforts. Actuellement, en 2022, le taux d'utilisation d'Internet au Bénin doit tourner autour de 34%. Et après, tu as des pays qui sont un peu plus en retard, comme le Mali, le Niger et autres. Et ceci ne facilite pas forcément la transformation digitale de nos institutions financières. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est lié, qui parle de couverture Internet et de pénétration Internet, parle également de pénétration de smartphones, parce que pour utiliser Internet, il faut forcément des smartphones. Et là encore, c'est toujours le Bénin et le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont en tête dans le mois, et suivi du Bénin et du Mali et du Bénin, du Togo et le Mali, le Niger, le Burkina viennent après. Donc du coup, c'est une autre barrière qui ne permet pas forcément de transformer tout ce qui est services financiers mobiles. Après ça, il y a les taux d'alphabétisation. Et même s'il y a des réponses pour ça, même si on a vu quelques réponses pour ça, il y a quand même le taux d'alphabétisation qui est un peu bas dans notre sous-région. Mais on a quand même vu le cas de Wave, j'aime bien citer le cas de cette transformation digitale au Sénégal, malgré que le taux d'alphabétisation est bas. Et tous les fournisseurs de services financiers mobiles, je parle précisément du mobile money, aujourd'hui utilisent des applications au Sénégal. Donc, il suffit seulement c'est pas parce que le taux d'alphabétisation est bas qu'on ne peut pas proposer des applications simples, des applications pour personnes analphabètes. Et il y a bien de réponses pour ça, et c'est ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et c'est ce qui va arriver. Donc, quand je saute ces barrières de l'écosystème, viennent ensuite les barrières liées aux institutions elles-mêmes. Les institutions elles-mêmes ont de gros problèmes dans leur stratégie. Et pour moi, je pense que les institutions même ne mettent pas forcément la stratégie, ne mettent pas dans leur stratégie la transformation digitale comme une grande priorité. Et quand on parle d'institutions financières, on parle d'argent. Je pense que Malik l'a rappelé. Donc, il y a toujours ce mythe de l'argent. Donc, ça a fait que les premiers acteurs, comme les banques, ont pris du retard dans leur stratégie de transformation digitale. Maintenant, je pense qu'elles ont compris. Hein. Je pense qu'elles ont commencé à comprendre, et on voit quand même des initiatives de transformation digitale assez disparates, pas globales, dans nos institutions bancaires. Et quand je prends, par exemple, EcoBank, qui a une approche beaucoup plus Open API et Open Banking, en fournissant quelques API, je dis, bon, c'est déjà une avancée. Et quelques partenariats avec les FinTech, toujours de leur côté, je pense que c'est une avancée. Après, tu prends des banques comme Société Générale qui ont quand même essayé de digitaliser au maximum le parcours du client enfin, dans les guichets. J'ai vu aussi qu'ils ont digitalisé, par exemple, les dépôts de chèques à travers du scanning. C'est quelques initiatives disparates. J'ai vu BDK qui a quand même, qui est une des banques dont on n'entend pas souvent parler, qui est une banque très digitale, avec une stratégie beaucoup plus globale, et à travers des smart coffres, à travers des scan checks. Donc, je pense que quand je prends le cas de BDK, c'est cas d'école parce qu'ils ont regardé chaque parcours du client par rapport à leurs différents services et quelle réponse digitale apporter. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire. Après, donc dans ce mythe-là, les banques n'arrivent, surtout les banques, n'arrivent pas à avoir une stratégie globale. Quand je laisse les banques, je prends par exemple les émetteurs de monnaie électronique, les banques finance.
Les microfinances, c'est pareil. Hein. Eux, c'est des clients en milieu rural. Ils ont des solutions pour des clients en milieu rural. C'est un peu plus challengeant pour eux. Mais toujours est-il qu'il y a toujours de réponses digitales, de réponses et de transformation digitale à ces microfinances-là. Il y a des initiatives dans la sous-région. Hein. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai travaillé avec une structure du gouvernement béninois et des microfinances de la place pour pouvoir digitaliser tout ce qui est crédit et microfinance accordé par l'État. Et ce qui fait que le client est en relation directement avec son microcrédit sans beaucoup d'intermédiaires. Il peut recevoir directement l'argent sur son téléphone, il peut faire ses remboursements à partir du téléphone. Ces cas ne sont pas globalisés. Ces cas ne sont pas globalisés et je pense qu'il y a beaucoup de challenges encore à ce niveau et par rapport aux microfinances qui servent dans ces milieux défavorisés et dans ces milieux peu couverts. Après, quand on regarde les émetteurs de monnaie électronique, c'est pareil, hein, les fournisseurs de mobile money. On a vu la grande révolution, la vague bleue, on l'appelle, qui a montré toutes les limites de nos sociétés de télécom qui étaient des précurseurs du mobile money. Je veux parler de Orange dans notre sous-région, je veux parler du groupe MTN dans notre sous-région, qui étaient des précurseurs qui avaient la main sur le mobile money, mais qui n'avaient pas su faire cette transition digitale et en un temps record. Donc, ils ont été frappés de plein fouet par Wave, qui est une fintech. Et il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres fintech qui viennent aussi, Jamo, avec des business models complètement orientés sur le digital. Et donc, c'est l'un des challenges qu'on peut soulever. Donc, et ça me permet de dire pourquoi. Parce que, généralement, tous ces acteurs qui étaient dans les services financiers, qui étaient dans les services financiers, avaient des plateformes qui étaient un peu rigides. Ils utilisent la plupart du temps des core banking plateformes qui ne sont pas flexibles. Qui ne sont pas flexibles en termes d'intégration, qui ne sont pas flexibles en termes de changement, de transition. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir que les banques revoient aujourd'hui. À part ça, on a par exemple les retards, hein, le gap entre la régulation et les technologies. Et je peux citer plein d'exemples en termes de gap entre la régulation et la technologie. Et quand je prends par exemple le KYC, aujourd'hui, la question du KYC par le digital, c'est une vraie question qui se pose à nos États. Et j'ai vu des efforts faits un peu par le gouvernement du Sénégal, où on parle de la DANF, où on peut aller vérifier dans une base de données et les références de la pièce d'identité de quelqu'un. Mais ce n'est pas ça l'identité numérique. Pour moi, l'identité numérique va un peu au-delà de ça, où on peut vraiment identifier la personne à travers des technologies de biométrie et tout ce qu'on veut. C'est pareil pour la plupart des États de la sous-région. Je sais qu'il y a des programmes beaucoup plus globaux en termes de KYC, d'approche e-KYC. Le Nigeria, par exemple, la Banque centrale du Nigeria a une belle initiative dans ce sens où ils ont autorisé le e-KYC et pour pouvoir permettre une transformation beaucoup plus digitale des informations de leurs clients. Le Maroc aussi a eu des initiatives dans ce sens avec des applications de e-KYC. Donc, c'est un peu quelques challenges qu'on voit de ce côté-là. L'autre challenge qu'ils ont, c'est l'absence d'omnicanalité des plateformes. Tu vois, nos institutions ont généralement des plateformes qui ne sont pas omnicanales. Quand je parle d'omnicanalité, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver toutes les informations du client 360 degrés. Et ça pose un problème parce qu'un client ne peut pas commencer. L'idéal serait que le client commence son parcours. Je dis n'importe quoi, sur son téléphone, sur son application, et qu'il puisse terminer après sur un guichet automatique de retrait. Donc, vous voyez, ou bien sûr un site web. Donc, cette omnicanalité des
de pouvoir gérer le client, c'est un grand défi chez les institutions financières et de la place aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que les institutions financières regardent. Et dernièrement, pour finir, si tu veux, c'est beaucoup les... Nous avons aussi des défis de sécurité de l'information. Le problème de sécurité de l'information à travers les systèmes d'information, c'est de gros challenges. Plus on met du digital, plus on met de la transformation digitale, on a beaucoup de données qu'on collecte et ça peut devenir très challengeant pour les systèmes d'information, pour la protection des données des clients. Et ça peut devenir un gros challenge. Et on a vu beaucoup de cas de cyberattaques dans la sous-région. Je sais qu'il y en a eu plein ici au Sénégal même, sans vouloir nommer forcément des institutions. Je sais qu'il y en a eu plein en Côte d'Ivoire et ça a été un gros challenge, tant au niveau des banques qu'au niveau des émetteurs de monnaie électronique et des microfinances. Donc, c'est des défis qui viennent avec et le processus de transformation digitale. Et c'est sur ces défis-là, les institutions financières doivent pouvoir vraiment faire face à ça. Merci beaucoup, M. Virgile. De votre intervention, je retiens principalement qu'il y a eu de grands défis, notamment à tout ce qui est digitalisation des services financiers. Et tout, notamment, il y a des barrières liées à l'écosystème et des barrières institutionnelles. En parlant des barrières de l'écosystème, il y a notamment la pénétration d'Internet dans la sous-région qui est en développement, mais avec un fort taux, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il y a le taux d'analphabétisme également qui permet pas de pouvoir avoir une très belle expérience liée au digital. Et également l'absence de tout ce qui est stratégie, quand on parle de barrières institutionnelles, de tout ce qui est stratégie de transformation digitale des institutions financières dans des banques, des microfinances et également des émetteurs électroniques. Mais au-delà de ça, vous avez eu en fait à évoquer des perspectives d'amélioration, notamment en mettant le client au centre de tout ce qui est transformation digitale, en renforçant tout ce qui est sécurité des différentes plateformes et également en mettant en place des plateformes omnicanales. Afin de continuer, nous allons alors passer la parole à M. Gueye pour lui demander, vu que les institutions financières couvrent divers domaines, pouvez-vous nous dire comment la digitalisation a affecté ces domaines spécifiques et en outre, comment les institutions financières se préparent-elles pour les tendances futures de la technologie afin de rester compétitives et satisfaire les besoins de changeants de leurs clients? Merci beaucoup, Razak, encore une fois. Donc, par rapport à ce point, donc, je vais rappeler que quand on a une banque, on a une certaine stratification de notre clientèle, donc, qui est importante à rappeler, dans le sens où on a des segments dits en général le gros segment retail, donc des particuliers et tout ce qui représente les petites entreprises. Et à côté, nous avons le corporate. D'accord. Donc après, il y a une stratification beaucoup plus détaillée. D'accord. Mais en ce qui concerne le retail, en tout cas, ce qu'on va retenir, c'est les deux grands blocs. C'est en général la partie particulier. Le particulier, c'est quelqu'un comme moi, comme vous. Je peux être étudiant, je peux être travailleur, je peux être PDG d'une entreprise. Donc, on verra que bien sûr, les besoins et les revenus vont être différents. Donc, on peut partir on ira des revenus faibles, d'un revenu faible en passant par un revenu moyen à un revenu, disons, à de gros revenus. Et voyons que par rapport à ces différents clients-là, les besoins en termes de finances ne sont pas forcément les mêmes. Et tout de suite, là, ce qu'on peut voir, c'est comme l'a rappelé tout à l'heure, je pense que dans le speech de Virgile, il en parlait, c'est vraiment cette capacité qu'a eu, par exemple, la BDK à pouvoir identifier, au fait, pour chaque type de client, quel est le besoin? Parce que c'est de là que tout va partir, en fait. Tout ce qui concerne, à mon avis, ce qui est important dans la transformation digitale, c'est qu'elle soit centrée client. Quel est mon client? Comment il se présente? Quels sont ses besoins? Une fois que j'ai le particulier, donc prenons-le dans sa globalité. Aujourd'hui, moi, ce dont j'ai besoin, c'est que je reçois un salaire chaque fin de mois, où j'ai une petite activité, une petite boutique au niveau du bout du quartier. Donc, j'ai besoin de savoir combien je reçois par mois. D'accord. Donc là, éventuellement, on va commencer par le premier domaine qui a été affecté, c'est les services bancaires en ligne. Donc, c'est la possibilité tout simplement de pouvoir consulter mon compte, de pouvoir vérifier mon solde,
Et bien sûr, une fois que cela s'est fait, j'ai besoin peut-être de payer ma location, mon prêt bancaire, de pouvoir payer, envoyer de l'argent à ma famille. J'ai besoin aussi de pouvoir payer un bien, d'accord? Ce serait peut-être une voiture. Donc là, j'ai besoin à ce moment-là de pouvoir transférer de l'argent. Et bien sûr de réaliser d'autres opérations, que ce soit à partir de mon ordinateur ou encore même à partir d'un appareil mobile. Ce qui permet de réduire cette nécessité de se rendre physiquement au niveau d'une agence. Donc, on va voir que l'un des impacts premiers en ce qui concerne en particulier, ça a été tout simplement sur les services bancaires en ligne. Et voyons que ce qui est important là, c'est que ces mêmes besoins-là vont se traduire également sur le type de clientèle, comme on dit, petite entreprise, qui est la boutique du coin, ou le couturier d'à côté, ou le coiffeur. Et il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut rappeler, c'est que nous nous en rendons compte, on peut arriver souvent au niveau de la boutique du quartier, on va voir que, ou la pharmacie, au moment d'acheter, on a aussi ce besoin de savoir que moi, en tant que commerçant, j'ai besoin de savoir que Malik, pour ce produit que je lui ai vendu, il m'a bien payé, mais également derrière que cet argent-là, moi, j'ai investi de l'argent et j'ai besoin aussi de savoir, de faire ce rapprochement-là entre ce que je reçois dans mon compte, que ce soit un compte en monnaie électronique ou bien un compte bancaire, à la fin de la journée, de pouvoir savoir que les 10 articles, je n'importe quoi, de biscuits que j'ai vendus correspondent bien à ces 10 000 francs que j'ai pu encaisser. Donc, au-delà même de pouvoir transférer de l'argent, je pense que l'un des défis également, et souvent qui n'est pas souvent très bien traité, parce que je pense que ceux qui ont mis en place ces solutions ne se mettent pas dans la peau de ce commerçant, ne prennent pas en compte forcément cette importance pour le commerçant de pouvoir tracer aussi ses opérations. Donc, voilà, dans un premier temps, comme je le disais en premier point, donc c'est vraiment les services bancaires qui ont été les plus impactés sur ces dernières années au niveau de nos différentes banques. Et également, nous allons rappeler aussi que le domaine spécifique des paiements et de transfert de fonds aussi ont ici été très impactés. Avec, nous rappelons aussi en 2010, j'en parlais tout à l'heure, aussi avec l'avènement de M-Pesa, qui est l'une des premières solutions d'ailleurs en Afrique. Et nous allons voir l'avènement aussi de la monnaie électronique très, très rapidement au niveau de notre sous-région avec Orange Money, Wave par la suite. D'accord. Donc, je pense que Virgile l'a très bien expliqué tout à l'heure, avec les business models aussi changeants, avec d'autres fintech aussi, hein, très, très dynamiques que nous allons voir, qui sont en train aussi de révolutionner ces différentes façons aujourd'hui pour nous de payer et de transférer de l'argent. Aussi, nous allons, dans le cadre de la banque aussi, prendre en compte aussi tout ce qui est le domaine des prêts et du financement. Les fintechs ont introduit aujourd'hui des prêts en ligne. D'accord. Je pense que des solutions comme ça, on l'a vu sur Orange Money, on l'a vu également sur Free Money. Ce sont des solutions qui existent avec des partenariats. Je pense que dans les défis, tout à l'heure, Vigile le rappelait, il y a ces partenariats aussi qu'il faudra, à mon avis, accentuer. Parce que ça permet ici, par exemple, de pouvoir proposer des solutions assez innovantes comme ça, de prêts en ligne entre les fintech et la microfinance. Nous allons aussi, quand on part toujours dans ces stratifications avec des clients qui ont de gros revenus, nous allons avoir aussi la possibilité, grâce à la transformation digitale, de pouvoir impacter la gestion du patrimoine. On aura par exemple des robots conseillers alimentés par de l'IA qui émergent aujourd'hui et qui offrent des conseils en gestion de patrimoine automatisé et des prêts et des portefeuilles diversifiés à moins de coûts. Donc, quand on parle de clientèle à haut revenu, c'est des personnes qui, avec ce surplus de trésorerie, que ce soit une entreprise corporate à large scale, telle que, par exemple, on pourrait dire la Sonatel, ou de grosses sociétés comme voilà, NMA, des sociétés sénégalaises comme ça, aujourd'hui, ou encore même notre client particulier qui gagne beaucoup d'argent. Ce surplus, on a besoin de pouvoir le placer quelque part, et une fois qu'il est placé, ça pourrait être placé au niveau des bons de trésor de l'État du Sénégal ou de l'État du Bénin, ou encore même de l'État de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, par ce que je gagne moi en tant que client, c'est bien sûr une rentabilité de cet argent-là. Donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui pourraient être faits. Et jusque-là, actuellement, il y a des solutions qui sont proposées par les banques pour ce type de clientèle.
Il y a également l'assurance, dans le domaine de l'assurance. La digitalisation aujourd'hui a permis de faciliter la souscription de l'assurance en ligne, d'accord, avec une évaluation des risques qui sont basés sur des données et une déclaration, bien sûr, des sinistres. Les assureurs peuvent utiliser également l'analyse des données pour personnaliser les polices d'assurance ou encore même les tarifs. Donc, nous voyons aussi ces impacts-là que la digitalisation a pu avoir sur l'assurance. Et pour terminer aussi, je pense qu'il est important de le rappeler. Virgile, on a parlé tout à l'heure quand tu parlais des défis, c'est également la sécurité et la conformité. Donc, les institutions financières ont également investi et doivent bien sûr investir encore plus dans des technologies de sécurité avancées pour protéger les données des clients et se conformer aux réglementations en matière de protection de données. Parce que un cas typique, voilà, aujourd'hui, je peux faire un transfert de 1 million, de 2 millions, souvent même, ça peut aller jusqu'à 5 millions, de mon compte vers le compte de Virgile. Alors que j'habite avec ma famille, j'habite avec des proches, j'habite avec des gens très proches. Donc, il y a cette sécurité aussi qui va permettre de renforcer la confiance, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui réussit à l'économie, c'est vraiment la confiance. C'est la confiance que j'ai en le boutiquier qui fait que je descends chez lui pour acheter. C'est la confiance que j'ai en Virgile qui fait que je vais faire du business avec lui. Donc, je pense qu'il faut vraiment renforcer cette confiance. Donc, également, il faut que nos outils digitaux que nous mettons à la disposition des différents de la clientèle doivent être, en tout cas d'un point de vue sécurité, en tout cas super sécurité, secure dans la mesure où elle renforce cette confiance et ça permettra bien sûr d'accélérer cette inclusion financière parce que tout le monde l'utilisera, tout le monde aura cette assurance-là. Et aussi la partie conformité, se conformer aussi à nos régulateurs. Nous sommes dans en tout ce qui concerne en tout cas les banques et les institutions financières. Nous sommes régulés par la Banque centrale, d'accord, et c'est important de pouvoir se conformer à l'ensemble de ces exigences-là. Donc, pour vraiment se préparer aux tendances futures de la technologie et rester compétitif, les institutions financières, à mon avis, doivent adopter plusieurs approches. Déjà, on devra investir dans l'innovation, à mon avis. Et je pense que Virgile en parlait tout à l'heure. On sent vraiment ce manque-là d'investissement dans l'innovation, en créant, pourquoi pas, des laboratoires d'innovation, investir dans des startups fintech et développer des solutions internes, d'accord, pour rester à la pointe, bien sûr, de la technologie. Et comme je l'ai dit, ça pourra se faire aussi par du partenariat, d'accord. On voit aujourd'hui des solutions, par exemple, à la CBAO, nous proposons des solutions en partenariat avec Orange, qui se fera bien sûr avec les autres émetteurs de monnaie électronique, qui permet à un client, depuis son application mobile, directement d'impacter son compte et d'envoyer de l'argent à un portefeuille de monnaie électronique tel que Orange Money, Free Money ou encore Wave. Et je pense que le retour aussi sera possible. C'est des solutions que nous proposons. Il y a l'exploitation aussi en termes d'investissement aussi, de tendances futures. Il y a l'exploitation, à mon avis, de l'intelligence artificielle qui reste vraiment, à mon avis, j'ai même envie de dire qui reste inexistant aujourd'hui dans les solutions que nous voyons, en tout cas sur le marché, et tout ce qui est apprentissage automatique. Donc, l'intelligence artificielle, elle est utilisée pour analyser, elle pourrait être utilisée pour analyser les données, pour personnaliser les offres, pour détecter des fraudes et pourquoi pas même, et surtout même pour améliorer l'expérience client. Donc, je pense il est très important qu'on puisse utiliser cela. Par exemple, pour ce qui concerne les banques, pour la proposition de crédit qui serait beaucoup plus adapté aux besoins du client et qui serait beaucoup plus adapté aux finances même du client. On en parlait tout de suite, donc on pourrait l'utiliser. L'autre aussi aspect important en ce qui concerne les tendances futures, c'est l'amélioration de l'expérience client. Les banques et l'ensemble des institutions financières doivent également se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client en proposant des services conviviaux et des canaux de communication multiples. C'est très important de rester là-dessus parce que on voit bien le taux de digital. Aujourd'hui, la compréhension, la facilité qu'on aura à utiliser un outil digital aujourd'hui dans nos pays par rapport à d'autres pays sera beaucoup moins évident
du fait d'un taux d'alphabétisation ou même d'alphabétisation numérique qui reste encore assez faible. Donc, il y a encore aussi cet effort de conduite de changement qu'il faudra faire, parce que je pense que quand Virgile en parlait tout à l'heure, en s'attaquant à la microfinance, avec sa typologie de clientèle assez spécifique, on voit que là, l'utilisation des outils digitaux reste encore faible. Et je pense qu'il faudra vraiment investir dans cela et bien sûr accompagner ces clients-là. Et bien sûr, je pense que c'est là que l'expérience client pourrait être très intéressante, dans la mesure où on pourrait utiliser des technologies qui existent déjà. Par exemple, pourquoi pas penser à faire un virement avec un vocal. Aujourd'hui, j'ai ma mère, peut-être qui n'a pas fait d'études, mais qui ne sait pas envoyer de message. Mais ce qu'elle sait faire, par contre, c'est envoyer un message par vocal. Donc, je pense qu'avec l'intelligence artificielle et avec ces solutions qui existent déjà, la possibilité d'envoyer un vocal, pourquoi pas penser en termes d'amélioration d'expérience client, de pouvoir envoyer de l'argent, 10 000 francs CFA de mon compte bancaire vers un compte de monnaie électronique qui sera celui de ma sœur, simplement avec un vocal. Donc voilà ce que, en termes de tendances futures, ce aussi vers quoi on devrait aller. Et très important aussi, j'en ai parlé, c'est le partenariat et les collaborations. Il faudra vraiment que des collaborations soient établies entre les différentes fintechs, entre les banques, en tout cas entre tous les acteurs en fait, de la finance au niveau de notre sous-région. Je vais terminer avec la formation du personnel, qui est très important. Il faudra former le personnel pour qu'ils comprennent et utilisent efficacement, bien sûr, ces nouvelles technologies. Donc, voilà en ce qui concerne votre question, Monsieur Razak, pour ce qui est de l'impact significatif qu'on a pour l'instant à date aujourd'hui sur nos institutions financières et à mon avis, bien sûr, en ce qui concerne les tendances futures de la technologie pour qu'on reste compétitif en ce qui concerne la transformation digitale. Merci beaucoup, Monsieur Malik Gueye. Donc, de votre intervention, nous retenons principalement qu'il y a plusieurs impacts qui a affecté les différents domaines d'activité, que ce soit les institutions, que ce soit également les clients et tout, et également le régulateur. Et aussi, en termes de tendance, il y a plusieurs approches, notamment, il faut aller sur des innovations, financer les startups fintech, avoir des solutions internes, c'est-à-dire investir dans tout ce qui est innovation, recherche et développement, exploiter les intelligences artificielles, notamment via le machine learning, pour ne serait-ce que les fintech, car on constate plus ou moins que cette technologie est plus ou moins sous-exploitée sous nos cieux. Il y a également avoir des plateformes intuitives et économiques pour permettre notamment aux clients de pouvoir avoir un parcours, une expérience client optimale, et également sur la formation des différents agents. Nous allons à présent passer à M. Joël pour qu'il nous présente plus ou moins l'équilibre qu'on peut espérer entre l'humain et la technologie pour contribuer ou Alors, Razak, on t'a perdu un peu. Allô? Oui, c'est bon. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Okay. À présent, nous allons passer à M. Joël pour qu'il nous présente plus ou moins l'équilibre. Oui, c'est bon, vous entendez? D'accord. OK. On peut alors passer à vous pour que vous nous présentiez plus ou moins quel est l'équilibre qu'on peut espérer entre l'humain et la technologie pour continuer à offrir une bonne expérience aux clients. OK, parfait. Vraiment désolé tout à l'heure, j'ai été déconnecté. Je pense que c'était des problèmes techniques, mais bon, je suis content de revenir dans le call et merci beaucoup pour l'intervention de Virgile et de Malik. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la grande question qu'on se pose, c'est de vouloir savoir si la technologie n'est pas en train de vouloir prendre complètement la place de l'humain. Et oui, est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui concentrées à donner de l'expérience ou du service client ne seront pas en train de perdre leur job? C'est bien la grande question quand on cherche à voir quel est l'équilibre qu'il y a entre l'humain et la technologie. Mais c'est vrai que oui, la question de la technologie apporte forcément des fois cette question-là qui est de ce que à un moment donné, il y a des métiers qui sont peut-être dépassés
qui doivent être changés, des métiers dont les personnes qui sont responsables de ces métiers doivent peut-être avoir des formations pour pouvoir se mettre à niveau, ou si définitivement ces personnes n'arrivent pas à faire les formations pour se mettre à niveau, surtout au niveau de l'expérience client, c'est de trouver la manière dont on essaie d'utiliser ces ressources autrement. Mais c'est dire aujourd'hui aussi que la technologie et l'humain continuent d'avoir un équilibre. La technologie permet de collecter beaucoup de données chez le client, dans son utilisation, dans sa connexion avec nos plateformes et dans tout ce qu'il transacte au niveau de nos plateformes. Mais ces données sont utilisées pour augmenter la capacité aussi des conseillers que nous avons aujourd'hui. Parce que ces données étant collectées, recentrées sur les mêmes plateformes qui sont intégrées, permettent à ces conseillers-là, qui sont dans nos agences ou qui sont dans nos interfaces, de pouvoir donner les conseils les plus avisés aux clients qui transactent qui sont en relation avec l'institution financière. Donc, oui, la technologie permet de collecter des données, permet de pouvoir aspirer certaines tâches qui sont peut-être parfois chronophages, qui sont parfois répétitives, mais toutes ces données qui sont utilisées permettent aux conseillers qui restent toujours en interface avec les clients, de pouvoir mieux satisfaire les clients. Donc, on continue d'avoir un équilibre par rapport à ce que la technologie est en train d'apporter et à ce que les conseillers aujourd'hui qui sont en face des clients peuvent faire. La deuxième chose qu'il faut aussi remarquer, c'est que la technologie, par exemple, comme je le disais tantôt, il y a des questions qui sont répétitives pour lesquelles les clients viennent voir, par exemple, les institutions financières. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait par la technologie? C'est qu'aujourd'hui, on a des bots, par exemple, qu'on utilise qui permettent d'intégrer, d'apprendre ces informations, ces questions qui sont posées par les clients et à qui aussi on donne la capacité de donner des réponses automatiques à ces clients qui rentrent en contact avec l'entreprise. Mais aussi, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est vraiment recommandé, c'est qu'au-delà de cette automatisation, de ces réponses qui sont données par la technologie ou par les bots aux clients, il faut compléter cette expérience par la capacité et la flexibilité que nous donnons aux clients de pouvoir arrêter, par exemple, une discussion avec un bot parce que peut-être la question est devenue complexe, la question a besoin de plus de précision. Et à ce moment, oui, l'humain prend le relais pour pouvoir continuer de donner la réponse qu'il faut au client. Donc, oui, la technologie permet effectivement d'automatiser, mais aussi permet aussi à terme de donner la main pour que la personne qui est le conseiller qui est derrière puisse prendre la main pour les questions complexes. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des entreprises, pour une meilleure expérience client, veulent tout faire aujourd'hui pour que la relation avec les clients ne soit pas uniquement transactionnelle. C'est-à-dire que je viens, j'ai l'information, je sais ce que j'ai à faire, je suis parti et tout. Et donc, veulent et continuent toujours d'investir dans la formation, dans la mise à jour des agents qui travaillent avec eux pour que lorsque la question a besoin d'empathie, la question a besoin de plus de détails, de conseils et tout, que la main puisse être passée à l'humain pour que le client continue d'être satisfait. Parce que vous savez, quand on parle d'expérience client, ce n'est pas que uniquement je suis venu, j'ai pu faire ma transaction et je suis parti. Le client a besoin de continuer d'avoir cette émotion-là, ce sentiment avec l'entreprise. Et pour continuer de le faire, c'est un peu complexe avec les robots. Oui, la technologie, ça va satisfaire une certaine tranche de votre clientèle parce que oui, il y a par exemple les jeunes qui veulent aller vite, ils veulent avoir la réponse automatiquement, ils veulent garder le secret, ils veulent pas que quelqu'un soit au courant. Oui, cette génération, ce segment de votre client sera satisfait par la technologie qu'on est en train de déployer, mais il reste toujours l'autre partie de la clientèle qui a besoin de parler à quelqu'un, qui a besoin de se sentir supporté, qui a besoin d'avoir l'échange, qui a besoin d'avoir cette chaleur humaine. Et donc, forcément, oui, on investit dans la technologie, mais on investit aussi beaucoup dans la formation de l'humain qui reste toujours dans nos entreprises et dans les interfaces que nous avons avec les clients pour permettre de donner le conseil qu'il faut. Donc, forcément,
on investit dans la technologie, mais on continue surtout aussi de privilégier la relation humaine qui, à la fin, est vraiment celle qui permet de donner ce sentiment au client d'interfacer avec des personnes qui le voient, qui le connaissent et qui embrassent ses difficultés pour lui donner des solutions. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Donc, de votre intervention, je retiens principalement que grâce à la technologie, où la technologie permet notamment aux institutions financières de pouvoir collecter les informations de leurs clients. Maintenant, ces informations sont utilisées par les conseillers afin de pouvoir offrir aux clients une meilleure expérience, un meilleur conseil pour ne serait-ce que l'adoption des différents services, mais également, grâce à ces données qui sont collectées, de pouvoir développer des chatbots qui puissent permettre aux clients de pouvoir, ou aux conseillers de pouvoir se reposer concernant des réponses ou des questions répétitives et pouvoir prendre le relais en cas de questions beaucoup plus complexes. Et également, s'accentuer sur cette marge de la clientèle qui a beaucoup plus besoin de chaleur humaine pour m'exprimer en ces thèmes afin de pouvoir continuer à avoir nos services. Donc, avant de poser ou de passer à M. Virgile, j'aimerais rappeler à nos participants que vous pouvez notamment poser vos questions via la fonction chat afin que nous puissions y répondre lors de la question, lors des questions-réponses. Alors, nous passons à présent à M. Virgile. Quelles sont, selon vous, les tendances du futur que vous prévoyez en termes d'évolution des offres de services financiers grâce à la technologie et comment les institutions financières anticipent-elles cela? Ok, merci beaucoup. Merci Razak. Merci Joël, merci Malik. Avant de parler des tendances et de comment les banques anticipent, je pense que Malik avait déjà beaucoup abordé la question. Mais il y a deux aspects qui m'importent beaucoup. Le premier aspect, c'est au-delà des investissements dans la sécurité informatique et dans la protection des clients, au-delà des problèmes de conformité qui sont de gros challenges qu'il faut adresser, et de l'investissement dans les plateformes, il y a le volet plaidoyer au niveau de nos institutions pour faire avancer la régulation. Et comme j'avais dit, il y a un gros gap entre la régulation et la technologie. Et généralement, on dit aucune régulation ne peut bloquer une technologie. On a vu comment la crypto-monnaie frappe à nos portes et Binance qui est au Sénégal, sans être au Sénégal. Vous voyez, donc du coup, c'est comment mettre la pression à nos régulateurs pour faire avancer la régulation et réduire ce gap entre la technologie et la régulation. C'est très, très, très important parce que nous sommes dans un domaine de conformité, Malik l'a assez rappelé. Et donc, il faut qu'on puisse faire évoluer ces tests pour réduire le gap entre la régulation et la technologie. La technologie frappera toujours à nos portes. Aujourd'hui, le crowdfunding est là, à nos portes. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est là. On ne peut rien. La régulation ne peut rien pour empêcher que... la seule chose qui est possible, c'est de permettre à nos régulations d'évoluer et de reconnaître. Et d'ailleurs, dans ce sens, il y a la Banque centrale, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest a un sandbox. Ils ont bien compris, hein, donc ils ont obligé de mettre en place un sandbox pour pouvoir permettre à tous ces gens et toutes ces initiatives qui ne sont pas forcément régulées de rentrer dans cette fenêtre-là et de faire des expériences et dans des limites bien données. Et ceci permet également aux régulateurs de pouvoir avoir assez d'éléments pour pouvoir faire avancer la régulation. Et donc, c'est très, très important de pouvoir faire ce plaidoyer, de pouvoir faire avancer nos tests. L'autre élément sur lequel je voulais revenir avant de parler de tout ce qui est tendance, c'est la labellisation de nos fintech. Aujourd'hui, c'est bon, il faut faire la transformation digitale et on est dans le domaine de la finance, on est dans le domaine de la confiance. Et Malik l'a beaucoup dit, on est dans le domaine de confiance. Et donc, toutes ces initiatives de fintech
aujourd'hui, je pense que pour permettre des partenariats beaucoup plus poussés, il faut beaucoup de labellisation. Et je le dis en pesant mes mots, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de fintech qui ne sont pas labellisés. Et je pense qu'il faut faire un toilettage de ce côté-là. Et c'est ce qui va établir la confiance dans le partenariat. Aujourd'hui, les banques ont du mal à se mettre avec des fintech parce que pour les banques, elles pensent que ces fintechs ne sont pas labellisés. C'est pareil pour les telcos et les fintechs. Et une fois cette labellisation est faite, et une fois les standards mis en place, je pense que ça instaure un climat de confiance qui permet de nouer les partenariats entre les banques et les fintechs, entre les telcos et les fintechs, entre les banques et les telcos. Et donc, cette souplesse-là permet de mieux aborder la question de transformation digitale pour une meilleure expérience de nos clients. Maintenant, pour parler des tendances du futur, pour parler des tendances du futur, moi, en plus de tout ce que Malik a rappelé, en plus de tout ce que Joël a dit, la première chose, c'est je vois venir les néobanques. Voilà une question dont on ne parle pas beaucoup en Afrique. Je vois venir les néobanques. Et les banques doivent pouvoir vraiment regarder cette question-là. Parce que pour moi, les néobanques sont là, c'est à nos portes, c'est juste la virtualisation des RIB et qu'on permet de déverser dans tout ce qui est retail. Et donc, cette tendance de néobanques est en train de frapper déjà à nos portes et ce sera là. Après ça, je vois les concepts de super app et pour les banques et pour les distributeurs de monnaie électronique. Nous avons les concepts de super app aujourd'hui. Et quand vous prenez FN Bank en Afrique du Sud, voilà une banque qui a une application qui dessert pratiquement tous les besoins du client, en passant de la fintech au service public, en passant de l'assurance au service public, à la visite technique, et à l'établissement du passeport. Tout cet écosystème est dans leur application. C'est ce que j'appelle les concepts de super app. M-Pesa, qui est précurseur de mobile money, a commencé par le faire au Sénégal. Ce n'est pas encore assez développé, mais ça va venir. Quand vous partez en Chine, vous avez WeChat de Alibaba qui est aujourd'hui la référence. Et donc, toute cette technologie qui existe aujourd'hui dans ces pays développés vont venir en Afrique. La téléphonie, vous vous rappelez, on disait, quand la téléphonie venait il y a 50, 30 ans en arrière, on disait non, et ça va prendre du temps. Je me rappelle des premières prévisions où on se disait même dans 100 ans, on n'aurait pas comblé le gap. Aujourd'hui, c'est là, on parle de la 5G en Afrique. On parle de la 5G au Sénégal. Et donc, les néobanques vont forcément venir, les super apps. Pour moi, c'est quelque chose de très critique. Il faut pouvoir donner, on a parlé d'omnicanalité, il faut pouvoir donner cette possibilité au client à partir de son porte-monnaie électronique, de son compte bancaire, à partir d'un point de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il faut lui donner les multiples usages. Et pour moi, c'est très, très important. Les banques, les émetteurs de monnaie électronique et tous ces acteurs-là doivent comprendre où va le monde de facilité à travers la transformation digitale. Il y a le EKYC, pour moi, c'est important. On est dans un domaine de confiance. Et quand dans un domaine de confiance, la première chose qui donne confiance, c'est l'identification. Le EKYC, c'est quelque chose que les différents acteurs, les gouvernements, et là, je m'interpelle vraiment les gouvernements de notre région. La question de EKYC, c'est ça qui va venir faciliter tout ce qui est identification du client pour pouvoir faire des paiements. On n'a pas beaucoup parlé du réseau, au-delà de Internet, au-delà d'alphabétisation et tout. Il y a ce que j'appelle les infrastructures digitales publiques. On n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est des choses, c'est un peu comme un réseau, je fais souvent l'allonger avec le réseau routier, hein, et les infrastructures publiques digitales. Nos États doivent penser à investir dedans.
le switch national, et les data centers et tous ces trucs. Je sais que les États sont en train de faire un effort, mais ça doit pouvoir, il faut que ces efforts d'infrastructures mis en place puissent permettre à tous les acteurs qui sont dans l'écosystème de pouvoir permettre cette transformation digitale, et surtout pour les services publics et tout le reste. Après, nous avons la crypto-monnaie, j'ai déjà parlé de ça, la crypto-monnaie est là, elle est là. Moi, je parle aussi, même dans le domaine du paiement, il y a un futur qui est là, que les gens ne voient pas venir. Aujourd'hui, pourquoi utiliser un TPE, par exemple, pour le paiement? Moi, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. En Afrique, ça n'a pas de sens. Un TPE, déjà, n'a pas beaucoup d'électricité. Et après, le TPE, c'est de la logistique, il faut déployer. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des technologies de QR code derrière lesquelles on peut mettre des règles virtuelles et permettre le paiement. Et si nous ne le faisons pas, après, on aura des grands acteurs comme Mastercard, comme Visa, qui l'offrent déjà ailleurs. Ils offrent ça déjà ailleurs. Donc, c'est des choses qui vont venir, c'est de la transformation digitale qui va venir juste dans nos modèles de paiement. Et c'est important pour nos structures, pour nos différents fournisseurs de services financiers, de penser à ces éléments-là, de savoir que l'écosystème a vraiment changé et il y a vraiment de la transformation digitale et il faut que ce soit vraiment au cœur de la stratégie et ce soit mes mots de fin. Et merci beaucoup, Razak, je te retourne la parole. Razak, si tu permets, okay. En attendant, Virgile, vraiment, je voulais juste compléter avant que Razak ne prenne la parole parce que tu as abordé des points qui sont vraiment essentiels et j'aimerais juste compléter pour dire que la façon dont tu le dis et comme tu le dis, effectivement, en Afrique, l'Afrique risque même de ne pas connaître toutes les étapes que les autres ont connues avant d'aller rapidement vers ces solutions-là. Parce que c'est ça qu'offre le digital, c'est la capacité que nous avons à dire, voilà la solution idéale. Comme tu le dis, les TPE, à quoi ça sert? Pourquoi on ne bypasse pas les TPE pour aller plus vite? C'est cette capacité-là que le digital est en train de donner pour dire, réfléchissons à nos solutions qui sont les meilleures, les plus fous, les solutions les plus folles, et travaillons à ce qu'on trouve des réponses à cela. Je trouve vraiment génial cette fin que tu as donnée, et c'est surtout ça sur lequel il faut travailler beaucoup, c'est se dire, on se pose la question, on n'est pas obligé de reprendre tout ce qui a été fait ailleurs, mais c'est se dire toujours, avec la technologie, qu'est-ce que nous, on offre aujourd'hui pour faciliter cette vie et aller plus vite. Vraiment, merci beaucoup, Virgile, pour ton intervention. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Joël, pour votre ajout. Et de l'intervention de Monsieur Virgile, je retiens principalement en termes de tendance l'avènement des néobanques, notamment pour dire les banques purement digitales, les super apps qui sont déjà réelles sur d'autres cieux comme en Afrique du Sud et en Chine, l'avènement et le déploiement des KYC, les infrastructures publiques digitales et les crypto-monnaies, et également essayer de permettre aux fintech de pouvoir et aux startups de pouvoir exercer librement, notamment via les régulateurs qui doivent faire un effort afin de savoir que l'écosystème il évolue et de pouvoir en fait s'adapter, se conformer à cela. Donc nous sommes à la fin de notre question que nous avons prévu plusieurs questions. Ok. Il y a M. Maxime Lokossi, autant pour moi, qui dit « Merci pour toutes ces belles interventions. Je pense que le digital offre un nouveau canal pour bénéficier confortablement des services financiers. Mais je constate que le socle de cette révolution, qu'est l'identification et l'authentification des clients, est entièrement abandonné aux prestataires de services financiers. Avez-vous des informations à partager avec nous sur l'éventuelle possibilité d'exploiter les registres biométriques nationaux pour authentifier les potentiels clients des... Bon, je crois que la question est coupée. Donc, je crois qu'il y a un peu l'essence de la question. Donc, la question de monsieur
qu'aussi est bien de savoir, avez-vous des informations à partager avec nous sur l'éventuelle possibilité d'exploiter les registres biométriques nationaux pour authentifier les potentiels clients? Merci beaucoup. Hein. Et je pense pour répondre à la question de Maxime, et pour moi, la question de l'identification de l'authentification révèle d'abord a priori du gouvernement, de nos gouvernants, parce qu'il s'agit de la sécurité de nos pays, de nos États. Donc l'identification, la question de l'identification, la question de identification de nos citoyens révèle de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'identité et fonctionnelle. Pardon, il y a ce qu'on appelle l'identité fondamentale et ce qu'on appelle l'identité fonctionnelle. L'identité fondamentale, cette question révèle beaucoup plus de nos États. Et je sais qu'au niveau de l'UEMOA, bon, puisque au niveau de l'UEMOA, la réaction uniforme et tout, hein, donc, et cette question a été abordée. Il y a eu des initiatives qui ne sont pas allées au bout. Et moi, au fait, mon problème, c'est les initiatives ne sont pas allées au bout. On connaît la problématique, mais on n'est pas allé au bout. Par exemple, au Sénégal, et je sais qu'il y a la DANF, qui, dans un premier temps, permettait pour chaque identification d'aller taper dans une base de données et de voir si la pièce d'identité qui a été mise a vraiment une référence dans la base. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'identité. L'identité, pour moi, doit évoluer. Et je pense que le Sénégal a compris la question, le gouvernement du Sénégal a compris la question. Ils sont en train de faire évoluer la question. Et il faut pouvoir ajouter les données biométriques, qui sont des données fondamentales. Quand je parle de données biométriques, je parle de fingerprint, je parle de face, je parle de tout ce qui est biométrique, tout ce qui est intrinsèque à la personne. Ce sont des données fondamentales que nos gouvernements doivent pouvoir intégrer dans leur solution pour pouvoir permettre d'identifier le client. C'est pareil au Bénin. Hein, je sais qu'au Bénin aussi, je connais un peu le cas du Bénin aussi, c'est pareil. Et ils ont une approche beaucoup plus globale, mais qui n'est pas encore allée jusqu'à son thème. Il y a aujourd'hui les questions eux, ils ont adopté par exemple le PKI, qui permet de faire des signatures électroniques et certifiées. Ils ont ce qu'ils appellent la NIP, si je ne me trompe pas, une institution qui permet de gérer l'identité, qui fait la gestion de l'identité. Et comme je l'ai dit pour le Sénégal et pour le Bénin, c'est global dans l'écosystème. Après, c'est vraiment de mettre la priorité dessus. Le gouvernement doit mettre la priorité, faire les investissements de ce qu'il faut. Et l'autre chose que je remarque sur la plupart de nos gouvernements par rapport à la donnée de la gestion de l'identité, il y a toujours l'aspect monétisation. C'est vrai, on va nous dire que c'est des investissements et qu'il faut faire dans ce sens et pour pouvoir héberger les données et tout. Donc, il faut pouvoir monétiser. Mais on est dans une économie assez faible où, moi, je pense que cette monétisation, on doit pouvoir bien... Il faut que le gouvernement regarde très bien le modèle et permettre... C'est ce modèle qui va permettre à ces investissements qu'ils ont mis en place de pouvoir être utilisés. Et ça je parle d'abord des cas des gouvernants. Maintenant, je reviens maintenant aux entreprises qui, elles, sont beaucoup plus dans l'identité fonctionnelle. Je parle d'identité fondamentale et d'identité fonctionnelle. Et dans l'identité fonctionnelle, c'est là où le reste des compléments d'information viennent. Je donne un exemple. La banque veut connaître ton adresse. Et jusqu'à là, on utilise encore les factures d'électricité ou les factures d'eau. Et pour le faire, il faut qu'on puisse dépasser cette étape-là et mettre vraiment le digital à contribution pour pouvoir avoir cette donnée-là. La banque veut connaître ton adresse, la banque veut connaître mieux te connaître ta fiche de paye, ton revenu, tes sources of funds, et tous les autres éléments de l'identification qui viennent sont beaucoup plus fonctionnels. Et les entreprises doivent pouvoir avoir une très bonne stratégie et utiliser beaucoup le digital pour pouvoir identifier et authentifier également les transactions. Et donc, la combinaison des deux, la combinaison de tout ce que le gouvernement va mettre en place en ce qui concerne l'identification fondamentale et tout ce que les différents fournisseurs vont mettre en place en ce qui concerne l'identité fonctionnelle, les deux croisés permettent de faire une meilleure identification. Et je rappelle encore, effectivement, Maxime a très bien raison. Malik l'a assez dit, on l'a assez dit dans ce webinaire. La base de services financiers, c'est d'abord la confiance. Et la confiance, c'est l'identité et c'est l'authentification. Merci. Ok. Donc, je ne sais pas trop si Malik et Joël ont quelque chose à rajouter.
Oui, juste une petite parenthèse quand même. Merci beaucoup, Virgile. Surtout pour le cas du Bénin que tu as cité, parce que j'ai vraiment travaillé de façon très proche avec l'opérateur avec lequel je travaillais et ensuite avec l'État, qui est en train de faire quand même un travail exceptionnel, comme tu le dis, de pouvoir quand même, aussi bien au-delà des données biométriques, d'avoir toutes les données qu'il faut au niveau d'un individu qui est abonné. Et le cas qui était quand même, que je veux citer ici, c'est le cas du Rwanda, qui est quand même un modèle, un exemple, parce que on a dû aller à l'école du Rwanda. Le Rwanda a fait un travail parfait à identifier carrément toute la population. Et le Rwanda est allé au-delà de cette identification. C'est-à-dire que c'était devenu quelque chose qui était obligatoire pour les entreprises. L'intégration à la base nationale pour que ces informations soient partagées, et je te le dis, à 0 franc en plus, pour que ces informations soient partagées, mais qu'on soit sûr que la personne qui est en train de s'abonner à une institution financière ou à un opérateur télécom soit totalement connue par rapport à son nom, son identité complète, ses données biométriques. Ces informations étaient partagées pratiquement gratuitement, mais avec une obligation pour tout le monde de consulter avant de le faire. Donc, je pense que M. Massima a complètement raison. Si les gouvernements arrivent à prendre ce travail à bras-le-corps et à faire l'effort de pouvoir identifier toute la population, ça permettra vraiment de faciliter la vie à cette technologie de se déployer plus facilement parce qu'on pourra plus facilement identifier les individus. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Monsieur Malik, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi peut-être juste pour disons, compléter. Hein, donc, merci à Maxime Lekossi pour cette question. Oui, comme vous l'avez dit, le socle de cette révolution, c'est l'identification et l'authentification. Pour les raisons simples que rappelle Virgile, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance. Ce qui fait tourner, et ça c'est de Ricardo, ce qui fait tourner une économie, c'est la confiance. D'accord ? Donc, cette confiance-là, dans le digital, elle va se traduire tout simplement par le fait de pouvoir identifier et authentifier. Mais comme Virgile a dit, il a ramené au fait ce sujet à un sujet beaucoup plus public. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ordre de l'État. Parce que l'État a tout à gagner. Parce que rappelons que l'identité numérique, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Donc, il y a l'information personnelle de la personne. Il s'agit de la donnée telle que le nom, l'adresse, la date de naissance, voilà, notre numéro de pièce d'identité, etc. Ces données aujourd'hui sont gérées et surtout par l'État, d'accord. Ensuite, on a les identifiants en ligne. Donc, c'est mon nom d'utilisateur que je vais utiliser sur l'ensemble des comptes que je peux détenir en ligne. Entre autres, mes comptes que j'ai au niveau des institutions financières sur des plateformes digitales. D'accord. Ensuite, on a des profils de réseaux sociaux. On a l'historique de la navigation d'une personne. Tout cela fait partie de mon identité numérique. Moi, en tant que humain, tout simplement. Moi, Malik Gueye, aujourd'hui, j'ai une identité numérique et tous ces éléments-là rentrent là-dedans. On va y rajouter les données de paiement. On va y rajouter les données biométriques. On en a parlé tout à l'heure. Et pourquoi pas même l'historique de mes achats en ligne. N'oublions pas que c'est très important pour l'État aujourd'hui. L'État même a gagné, d'accord, à investir en fait dans l'identité, dans l'identification numérique, qui par la suite pourra être ce point de central qui pourra par la suite être consommé par les institutions financières pour pouvoir permettre aujourd'hui de pouvoir faire du KYC beaucoup plus facilement, du KYT en ce qui concerne Know Your Transaction, donc comprendre une transaction, parce que n'oublions pas aussi, nous vivons avec les différents troubles que nous vivons actuellement dans la sous-région avec le terrorisme aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a aussi ce travail à faire aussi en ce qui concerne le LAB-FT, dans tout ce qui est financement de terrorisme. Donc, c'est très important qu'on puisse comprendre aujourd'hui que ce soit depuis un portefeuille Orange Money, de monnaie électronique Free Money, cet argent qui est envoyé entre ces différents portefeuilles, l'argent qui est envoyé d'un compte bancaire vers un autre compte bancaire, qu'on puisse comprendre aujourd'hui cette transaction-là, quelle en est l'origine, quelle en est bien sûr, pourquoi pas même la finalité. Donc, c'est très important parce que ça permet aussi à l'État de pouvoir garantir cette stabilité aussi, qui contribue aussi à l'essor de nos différentes économies, en plus de
de la confiance. Donc, comme je le disais, l'État a à gagner, à investir dans l'identité numérique de l'ensemble de ses concitoyens. Et bien sûr, via cette super, cette super structure que nous rêvons tous d'avoir, par la suite, on pourra se greffer. Par l'exemple qu'a donné Virgile au Sénégal avec la DAF, qui permet, via une API, de pouvoir interroger avec le numéro de pièce d'identité de Malik et vérifier vraiment si cette pièce d'identité-là correspond bien à Malik. Mais comme il a dit, il faut aller vraiment beaucoup plus au-delà de cela. L'État a à gagner, d'accord, parce qu'aujourd'hui, au niveau même des banques, on reçoit ce qu'on appelle des ATD. Il y a des enquêtes qui peuvent être menées sur un délinquant ou qui que ce soit, et on reçoit un ATD sur le compte de cette personne-là, le temps de pouvoir comprendre ces opérations-là, et ça permet à l'État, par la police, voilà, donc de pouvoir garantir cette sécurité dont on a besoin aussi pour le sort économique. Donc l'État a à gagner dans tout cela, et bien sûr au final, via cette super base de données qu'on pourra avoir, à l'image de l'exemple que rappelait tout de suite Joël au Rwanda. Donc, nous, on pourra tout simplement, les institutions financières pourront se brancher, et les autres aussi, les autres acteurs économiques pourront se brancher à cette super base de données pour pouvoir faciliter, bien sûr, et donner une expérience client en ce qui concerne les services clients pour nos clients. Donc, voilà ce que j'avais à ajouter. Merci à tous. Okay. Merci beaucoup, Malik, pour votre ajout. Et à la suite de M. Maxime, M. Idrissa Seck, qui dit « Bonjour à tous et bravo pour vos interventions. Quelles sont les raisons concrètes d'ordre social et culturel qui rendent difficile l'adoption des services financiers numériques en Afrique et comment pouvons-nous trouver des solutions pratiques pour les surmonter ?» Cette fois-ci, je vais commencer par M. Joël. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que de long en large, au cours des interventions, surtout de Virgile, quand il a parlé des barrières, il a mis l'accent déjà sur le premier gros problème qu'on a globalement en Afrique, qui était au départ l'analphabétisation. L'analphabétisation a fait que beaucoup de populations sont restées recluses dans leurs environnements parce qu'ils trouvaient la banque, les institutions financières un peu complexes et ils ne sont pas allés vers la numération était compliquée. Mais il faut aussi aujourd'hui comprendre qu'on est en train de faire un pas parce que cette complexité qu'a peut-être montré l'analphabétisation ou la difficulté qu'a montré l'analphabétisation a été utilisée maintenant de façon très élargie par, comme on le dit, les startups, les créateurs d'applications, les développeurs et tout, ont intégré cela pour maintenant permettre, selon le langage que comprend cette couche-là, selon le langage que comprend cette couche, lui donner des solutions pour lui permettre d'utiliser et d'aller facilement vers le numérique. Donc oui, ça a commencé à être fait. La deuxième chose aussi qu'il faut aussi remarquer, c'est que au-delà des institutions financières qu'on connaissait de façon globale, d'autres personnes ont pris le relais et en décomplexifiant complètement la manière dont on pouvait accéder aux services financiers. On a connu essentiellement le cas, par exemple, par rapport au telco. Au telco, personne n'avait jamais espéré que on pouvait, par exemple, épargner de l'argent à partir de son téléphone. On pouvait faire des paiements à partir de son téléphone. On a pensé que c'était compliqué, mais dès que ça a été mis à disposition, les populations, même les plus analphabètes, reculées socialement et tout, il n'y avait pas une limite pour pouvoir faire ces opérations. Il suffisait juste de disposer d'un téléphone. La création des comptes, l'ouverture des comptes se sont rendues très faciles. Il n'y avait pas besoin de faire un rang ou d'avoir une documentation qui était lourde et élargie. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, des alternatives ont commencé à être proposées. Et ces alternatives montrent que ce gap qu'on avait de par le passé, qui faisait qu'une certaine couche qui peut-être était grande, n'avait pas accès aux services financiers, a commencé à le faire aujourd'hui parce que beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'acteurs ont commencé à décomplexifier cela. Donc, ça passe par ça. Ça passe par faciliter l'accès aux services numériques et ça passe par le coût d'accès qui doit être le moins que possible. Ça passe par les moyens d'accès qui doivent être les plus accessibles que possible.
Donc, je pense que aujourd'hui, ce sont des solutions ce sont des réponses qu'il faut intégrer aux offres, aux propositions que nous voulons faire aux clients et nous assurer que dès que ces principes-là sont respectés, ça permet vraiment de permettre à la plus grande couche de pouvoir accéder aux services financiers numériques. Ok, si je peux compléter, et merci beaucoup Joël, hein, je pense que tu as très bien mis l'accent sur tout ce qui est la décomplexification de l'accès aux moyens, et en termes de numérique, en termes de financier. Mais moi, je voulais quand même ajouter 2 éléments. À cette décomplexification, je voulais ajouter les volets éducation numérique. On a un manque d'éducation numérique. Ce n'est pas parce qu'on est analphabète qu'on ne peut pas être éduqué numériquement. Donc, il y a un manque d'éducation numérique et il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Tout le monde, tous les acteurs veulent offrir des services, veulent offrir le digital. Mais on ne se concentre pas beaucoup sur ce socle qui est l'éducation numérique. Et ajouter à ça, il y a l'éducation financière elle-même. Parce qu'il a parlé d'ordre culturel et social. Il y a l'éducation financière. Et ce n'est pas le comportement que la femme a par rapport aux finances. Le comportement n'est pas le même chez l'homme. On parle de l'approche genre et on parle de l'approche groupe. Ce n'est pas le comportement que le Bamleke du Cameroun, l'approche qu'il a par rapport aux finances, ce n'est pas cette approche que le Yoruba de Nigeria a aux finances. Le Bamleke va te dire, moi, je suis beaucoup plus dans une logique d'épargne, de tontine, et en groupe. Et aucune banque n'a pu combattre ça au Cameroun, par exemple. Les gens font des levées de fonds de milliards à travers des groupes de tontine et tout. Je pense que quand je viens, par exemple, au Sénégal, ici, les gens sont beaucoup plus en association. Le Sénégal est très associatif. Et donc, cette éducation financière doit tenir compte de ces différents éléments, comment les gens trouvent une réponse financière à leurs besoins. Et on doit pouvoir comprendre ça et pouvoir les éduquer dans ce processus de transformation des services financiers et par rapport à ça. Ce n'est pas le produit tel que designé qu'il marche en Afrique du Sud, qu'il marchera au Sénégal quelque part à Lingué ou à Ndjoum. Ce n'est pas le même comportement. Quand tu vas à Ndjoum, par exemple, même quand je suis dans le Sénégal, c'est des groupes sociaux différents. Moi, je me rappelle, moi, je suis allé à Ndjoum, par exemple, et on ne parle pas le Wolof là-bas. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas au Sénégal. Pour les gens, c'est que l'éducation financière doit se faire en Wolof au Sénégal, et à Dakar et environ. Quand tu vas en Ndjoum, tu vois l'approche est beaucoup plus différente. Et ces groupes sociaux ont des approches différentes par rapport aux services financiers et par rapport au numérique. Et nos programmes d'éducation, je mets beaucoup accent dessus, le programme d'éducation numérique d'abord, c'est-à-dire l'éducation par rapport à Internet, et nos programmes d'éducation financière doivent être définis en tenant compte de ces comportements sociaux, de ces comportements culturels que les gens ont par rapport à l'argent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Malik veut compléter quelque chose rapidement. Peut-être juste en récapituler tout ce qui a été dit. Je pense que tout a été dit par toi-même et Joël. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est surtout le manque de confiance dans les services numériques. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, les fins du mois, on va le remarquer au niveau de toutes les banques, on va voir on verra toutes les formes de les classes sociétales de notre tissu économique qui vont se retrouver devant l'agence pour récupérer de l'argent. D'accord ? Donc là, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, Virgile. Donc, il y a cette partie d'éducation financière. C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte, mais je sens le besoin, à chaque fin du mois, quand je reçois mon salaire de 500 000, de venir et récupérer l'ensemble, tout l'argent et rentrer à la maison. Donc là, je pense qu'on rentre dans le domaine de l'éducation économique. Deuxièmement, on va voir que, comme je l'ai dit, c'est vraiment les classes sociétales, l'ensemble, on va les retrouver. On va retrouver le client qui est enseignant, on va retrouver la maman qui vend au marché du poisson, ou encore même, on va retrouver le directeur d'une structure qui va se retrouver à l'agence et vouloir récupérer l'ensemble de cet argent et partir vaquer à l'ensemble
l'ensemble de ces besoins. Donc, il y a vraiment ce manque de confiance-là. Et à mon avis, c'est de la responsabilité des institutions financières et des gouvernements qui peuvent mettre en place des campagnes de sensibilisation pour éduquer la population sur la sécurité des services financiers numériques et la mise en place, bien sûr, de réglementations solides en matière de protection de données peuvent également renforcer cette confiance-là. Donc, on a besoin de rétablir cette confiance en ce qui concerne nos clients, nos chers compatriotes, et bien sûr nos institutions financières. Je pense que c'est un point très important et comme on l'a dit, ça devient finalement un combat qu'on devra mener avec l'État. Il y a aussi le faible taux d'alphabétisation numérique. Hein. Attention. Donc, je pense que beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas de compétences suffisantes en ce qui concerne le numérique. Donc, voilà, souvent, c'est ma mère qui veut faire même un transfert Orange Money. Elle va m'appeler, d'accord, et pour que je lui fasse un transfert Orange Money depuis son compte vers le compte dont elle a besoin. Alors que je pense que ce petit sujet-là, on pourrait mettre en place des programmes de formation en alphabétisation numérique, par exemple, voilà, avec des ONG aujourd'hui qui sont là, qui sont très actifs sur l'inclusion financière ou encore des institutions financières. Il y a la barrière linguistique dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un point important. J'ai déjà rentré là-dessus. Et moi, je voulais aussi revenir sur la culture d'épargne et d'investissement traditionnel. Je pense que c'est à nous, les banques, de nous adapter. Aujourd'hui, on a des produits qui sont proposés avec des comptes d'épargne où on verse de l'argent 100 000 par mois avec une rémunération de 3,5%. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Par exemple, aussi à la religion, souvent, qui rentrent là-dedans. Il y a des gens, voilà, à cause de la religion, ne vont pas souscrire à ce type de produit. Alors que des comptes tontines, ça marche. Voilà. Donc, pourquoi pas, tout simplement, ce serait peut-être à nous de nous adapter tout simplement et de nous intégrer à ces pratiques culturelles qui existent déjà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le socle, c'est l'inclusion financière dont on parlait tout à l'heure. Bon, c'était tout simplement ce que j'avais à rajouter. Et pour répondre à la question de Ibrahim Assek, donc c'est ces différents facteurs-là qu'on pourrait éventuellement soulever. Merci beaucoup à tous. Bon, on va prendre la dernière question, qui est celle de Idrissa Ibi Konlé. Il dit bonjour. Quels sont les recours à nous en cas d'impossibilité d'accès à notre monnaie digitale pour raison de perte d'identifiant? Je vais passer la parole à M. Malik pour merci. Merci Malik pour répondre à cette question. Merci Razak, merci Idriss. Et Virginie, je pense qu'il y a un aspect très important qu'on a oublié peut-être dans les défis, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup et je pense qu'il y a le lien qu'il faudra faire entre l'omnicanalité, donc le fait de pouvoir avoir accès à plusieurs canaux. Quand je dis canaux, c'est vraiment le téléphone portable, une solution qu'on offrira en tant qu'institution financière. Sur le téléphone portable, c'est les applications bancaires. Sur l'ordinateur, c'est voilà, mon navigateur sur lequel j'accède à ma banque. Il y a aussi le GAB. Il y a les TPE, on en parlait dessus. Il y a le QR code. Donc, toutes ces solutions aujourd'hui multi-canal, donc on va les appeler. Ensuite, il y a les solutions en elles-mêmes et on est d'accord qu'il n'y a aucune interaction. Donc, on va parler là d'expérience client. Donc, l'humain ici, l'équilibre, donc, parlait tout à l'heure Razak dans sa question à Joël et que Joël a assez bien élucidé. Donc, je pense qu'on revient aussi dans ce sujet-là pour répondre à cette question. Et il y a un point majeur qu'on oublie, c'est qu'on parle bien d'équilibre. C'est-à-dire que le fait que certaines personnes veuillent ce contact humain ne nous empêchera pas de digitaliser, parce que c'est important aussi, parce que ça nous permet aussi d'accélérer notre essor économique. Donc, on va continuer à digitaliser et on va continuer, bien sûr, en trouvant un optimum qui sera toujours l'expérience client, de trouver le juste milieu, en tout cas, qu'il faudra entre ce que souhaite le client d'un point de vue émotionnel et il aura toujours besoin d'un humain. Et bien sûr, c'est la digitalisation que nous allons faire. Mais le très important, c'est que la digitalisation, et on parlait aussi, je pense que tu en as parlé, Joël, tout à l'heure, tu as parlé du fait que si je n'ai plus d'agence avec un caissier qui va faire ces opérations, que nos opérations seront faites finalement par des virements depuis une application mobile, on transforme en fait. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on ne détruit pas le métier de caissier, mais on va le transformer. Parce que ce caissier-là, c'est pour ça qu'on a parlé de formation, il va juste falloir le reformer et cette personne-là va faire partir de ce axe très important sur lequel je voulais aboutir, qui est le service clientèle.
et il est très important, c'est un fondament même de la transformation digitale, en tout cas dans les institutions financières. Et c'est ce fondament-là que représente le service client qui va permettre de répondre à la question de Idriss. Et je pense que voilà, quand j'ai perdu aujourd'hui, j'ai perdu mes accès. Je n'ai plus accédé. Je ne peux plus accéder. Donc, je vais contacter. Mon premier réflexe, c'est de contacter le service client. On aura aussi sur le digital en lui-même, on le voit très souvent, des solutions mot de passe oublié. Donc, c'est des options de récupération qui sont proposées avec une vérification de l'identité à 2 facteurs. Parce que bien sûr, il va falloir qu'on puisse être sûr que c'est bien Malick Gueye qui a ouvert son compte derrière, qui est bien derrière ces informations, qu'on pourra vérifier l'ensemble de ces détails-là. Donc, je pense que ce sujet aussi va aussi entrer ce sujet aussi, cette question aussi va aborder des sujets assez légaux. Donc, c'est, voilà, par exemple, le sujet des comptes dormants. Quelqu'un qui est en voyage depuis 5 ans, qui a laissé un solde de 50 000 dans son compte Orange Money ou Free Money ou dans son compte bancaire 10 ans après. Voilà, comment on assure cette confiance pour qu'il puisse accéder à cette information-là. Donc, pour répondre à la question, donc, en cas d'impossibilité d'accès à notre monnaie digitale, donc, ce qu'on pourrait proposer, c'est tout simplement c'est l'ensemble de ces différentes solutions qui peut être numérique, mais en tout cas, c'est ce que, de façon globale, on appelle le service à la clientèle. Donc, je ne sais pas si Razak ou, autant pour moi, Virgile ou Joël, vous avez des axes à rajouter. Non, moi, j'ai pratiquement pas grand-chose à rajouter. C'est pour dire, l'identifiant numérique n'est pas... C'est pas parce que j'ai perdu mon identifiant numérique que je me perds. Donc, comme tu l'as dit, humainement, le fournisseur doit pouvoir savoir que c'était mon compte et doit pouvoir me restaurer mes informations. C'est comme quand tu as perdu ton identifiant de Facebook ou de LinkedIn. Moi, j'ai déjà perdu mes identifiants sur les réseaux sociaux et ça ne m'a pas empêché de récupérer mes comptes. J'ai fait le process et pour le faire. Et effectivement, c'est là où l'humain intervient pour pouvoir recouper toutes les informations et pouvoir savoir que oui, c'est telle personne qui a effectivement cet identifiant et on lui régénère son identifiant et il a son compte. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter rapidement par rapport à ça. Donc, bon, pas grand-chose, juste ce qu'on dit toujours, tout le temps, quand on va en ligne pour récupérer par exemple un identifiant, être sûr qu'on est sur la bonne plateforme parce que les questions qui vont être posées sont des questions personnelles. Donc, s'assurer que c'est la bonne chose qu'on est en train de faire, qu'on s'est connecté à la bonne plateforme pour pouvoir répondre aux questions avant de récupérer son identifiant. Sinon, ce sera tout pour moi. Okay. Merci beaucoup à tous. Merci aux participants, pour ceux qui nous ont suivis en live ce matin et également à ceux qui vont nous suivre en replay. Merci également aux différents speakers qui nous ont vraiment honorés ce matin via leurs différentes interventions et la réponse pertinente aux différentes questions. Donc, ce webinaire aujourd'hui nous a permis de plonger dans l'univers en constante évolution de la digitalisation des institutions financières et son impact sur l'expérience client. Nous avons le privilège notamment d'avoir des éminents experts dans leur domaine qui ont partagé avec nous leurs connaissances et leurs expériences précieuses. Nous avons constaté comment la transformation digitale a remodelé l'ensemble du secteur financier, créant des opportunités sans précédent pour améliorer la satisfaction des clients, l'efficacité opérationnelle et la pertinence des institutions financières dans un monde de plus en plus connecté. Nous avons également exploré les défis inhérents de cette transformation, notamment la nécessité d'une gestion de projets agiles, la conformité réglementaire et la sécurité des données. C'est le succès de la digitalisation. Les institutions financières offrent un potentiel immense pour redéfinir la relation entre les clients et les institutions financières. Elles nous plongent à repenser nos modèles, à innover sans cesse et à maintenir une focalisation constante sur l'amélioration de l'expérience client. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté des éclaircissements et des perspectives stimulantes sur ce sujet crucial. Nous vous remercions d'avoir participé et encourageons la piste de ce dialogue essentiel sur la transformation et l'expérience client dans le secteur financier. Restez connectés car l'avenir promet encore plus d'innovation passionnante dans ce domaine. Merci à tous et à toutes pour votre temps et nous vous souhaitons bonne journée à tous. Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée. Beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci.